Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit public en public. Heureuse de vous accueillir une nouvelle fois en chair et en os dans ce studio de la Maison de la Radio. Et merci vraiment d'être venus encore très nombreux ce matin. Alors comme toujours ensemble, nous allons porter un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, la journaliste du Monde, Sylvie Kaufmann, Gilles Finkelstein de la Fondation Jean Jaurès, Thierry Pech de Terra Nova et le philosophe François-Xavier Bellamy. C'est le correspondant parisien d'un quotidien britannique qui raconte comment, depuis Noël, il ne parle plus à sa mère. En cause, un réveillon familial au cours duquel il aurait mieux valu ne pas parler du Brexit au moment du Christmas pudding. Ce Brexit qui obsède les Anglais et les divise encore si profondément 1 an et demi après le vote fatidique. Division et confusion toujours cette semaine en Angleterre avec l'adoption par les députés britanniques du projet de loi préparant la fin de la suprématie du droit européen sur le droit national après d'âpres débats. La même semaine, le président du Conseil européen Donald Tusk et celui de la Commission européenne Jean-Claude Juncker affirmaient eux que la porte restait ouverte pour un maintien de Londres au sein de l'Union. Alors dans cette confusion, la chef du gouvernement britannique tenait bon, souriait, un peu crispé avec le président Macron, rencontré jeudi, lequel entendait bien rappeler à la perfide Albion ses responsabilités en matière de politique migratoire. À la veille de Noël, le Télégraphe, autre journal anglais, avait écrit « Theresa May est faible, mais elle est invincible ». C'était dimanche dernier, l'éclat de rire strident de l'actrice Sharon Stone en réaction à la question de l'animateur. Avez-vous déjà été victime de harcèlement ? La clarté d'un rire qui disait l'évidence de la réponse. Le même jour en France, Catherine Deneuve tentait dans Libération de justifier pourquoi elle avait signé la fameuse tribune des 100 femmes, dénonçant les effets pervers du tsunami, Weinstein, MeToo, Balance ton porc. Enchaîner les femmes à un statut d'éternelle victime, consacrer l'avènement d'un féminisme prenant le visage d'une haine des hommes et de la sexualité et le retour du puritanisme. De quoi inspirer mardi un billet d'analyse pointu à l'éditorialiste Éric Zemmour sur, je le cite, cette foire d'empoigne médiatique entre deux conceptions du féminisme, le féminisme américain donnant le là, selon Zemmour, et une Catherine Deneuve défendant, elle, la galanterie française, les portes ouvertes, les « après vous, madame » et autres jeux de séduction et de libertinage, fin de citation. Dès lors, fallait-il écrire « féminisme » au pluriel et se demander s'il existait en la matière une exception française. Fallait-il vraiment choisir son camp entre Catherine Millet et Oprah Winfrey ? Bon, alors à toutes les filles qui regardent la télé, eh bien je tiens à vous dire que c'est un nouveau jour qui est à l'horizon. Et il faut saisir ce nouveau jour. C'en est terminé. Pourquoi ? Parce que beaucoup de femmes merveilleuses, qui sont d'ailleurs pour nombre d'entre elles dans cette salle, eh bien, se sont exprimées, tout comme des hommes merveilleux qui se battent pour être sûrs qu'elles deviennent les leaders, les dirigeantes de demain, pour que plus personne n'ait à dire « MeToo ». Moi aussi, j'ai été victime. Merci beaucoup. Ce que nous avons voulu faire, c'est simplement dire, j'ai presque envie de dire tout bêtement, se faire l'écho de ce que nous entendions autour de nous de la part d'énormément de femmes qui ne comprenaient pas justement tout ce qui se passait avec cette vague d'abord d'appel à la censure, de dénonciation dans tous les sens sur les réseaux sociaux pour des gestes par exemple accomplis par des hommes que nous ne trouvions pas à ce point criminels. Sylvie Kaufmann, est-ce un débat absolument spécifiquement français que d'opposer différents féminismes ? Non, bien sûr que non. D'abord, ce qui est intéressant dans ce mouvement déclenché début octobre par la publication donc, de révélations sur
Harvey Weinstein, sur toute sa présentation comme prédateur sexuel, ce qui apparemment était le secret le moins bien gardé de Hollywood, mais enfin qui a été porté à la connaissance du grand public par le New York Times et le New Yorker. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'abord que ça, 3 mois après, un peu plus de 3 mois après, on est toujours dans ce débat. Il occupe toujours le devant de la scène. Donc, c'est un débat. Ce débat est important. Je crois que nous avons été surpris par son ampleur et son intensité. Et est-ce que ça sera un tournant dans l'immense question de l'égalité homme-femme? Ça, je crois qu'on peut encore se poser la question. Mais en tout cas, ça n'est pas un débat spécifiquement français, et pas plus que cette réaction. Alors, cette lettre des 100 qui a été publiée dans Le Monde donc, en janvier, elle est devenue, à l'étranger, elle est devenue la lettre de Catherine Deneuve, parce que c'était la signataire la plus connue des 100. Vous vous attendiez à ce que ce papier déclenche ce fait-là, ce phénomène-là, ce débat-là? On savait que c'était un papier qui allait faire du bruit, que ça ait une résonance quasiment planétaire, en tout cas dans le monde occidental. Non, je ne crois pas qu'on en était conscient au début, mais on savait que c'était un papier qui aurait une résonance particulière, parce on entendait cette petite musique monter en sourdine depuis quelque temps, mais qui n'arrivait pas à s'exprimer. Et je crois que c'est un peu le début du backlash, enfin du retour de bâton contre le mouvement MeToo à l'étranger, qui a eu sa version française avec Balance ton porc. Voilà, mais c'est une des formes de la diversité du débat. Je pense que cette tribune a eu un immense mérite, qui était de relancer le débat et de l'ouvrir un peu plus, et on y est, et je pense que c'est très important. Mais en réalité, même aux États-Unis, un texte qui disait à peu près la même chose de manière plus subtile, parce que je crois que le problème du texte de la lettre des 100, c'est qu'il disait quelque chose qui devait être dit, qui devait être exprimé, mais qu'il exprimait de manière assez maladroite. Les signataires vous ont reproché d'avoir choisi ce titre-là pour la tribune. Oui, Nous réclamons le droit d'être importunés. Oui, mais il y avait plein d'autres choses qu'on aurait pu choisir dans ce texte qui auraient fait encore plus de bruit. Donc je crois que le texte était assez court en plus, donc je crois que c'était pas le titre qui est mis en cause. Et puis c'est les commentaires qui ont été faits ensuite par certaines des signataires, et qui étaient quand même qui allaient très très loin. Donc, mais quelques jours avant, dans le New York Times, il y avait un article qui est d'une tribune aussi, qui était publié, signé par une seule personne moins connue, une écrivaine qui s'appelle Daphne Merkin, et qui disait en gros la même chose, mais de manière plus fine, et dont le titre était « En public, nous disons MeToo, mais en privé, nous avons des réserves ». Et c'est bien, et qui parlait aussi du problème des femmes, de la présentation des femmes comme victimes, qui citait le mot de chasse aux sorcières. Enfin, c'était donc quelque chose qui s'exprimait. François-Xavier Bellamy, de cette affaire Weinstein jusqu'à cette tribune des 100 femmes, est-ce qu'il vous intéresse ce débat-là? Est-ce que vous le jugez nécessaire? Est-ce que vous considérez, comme certains, qu'en ce moment, en effet, nous vivons une période où c'est le féminisme américain qui donne le là, peut-être au détriment aussi d'un certain patrimoine français, celui qu'on appelle la galanterie, par exemple? Aborder cette question est indéniablement absolument nécessaire. Et c'est vrai que l'affaire Weinstein a fait ressortir, notamment via les réseaux sociaux, une série de témoignages qui, je dois le dire à titre personnel, m'ont confondu. Enfin, il y a quelque chose d'effrayant dans les histoires que racontent tant de femmes qui ont été marquées par des violences terribles de la part des hommes, et auxquelles on ne peut pas dire autre chose que c'est vrai, nous devons nous engager ensemble pour que la société se construise d'une façon qui laisse à chacun la possibilité de vivre de façon digne dans son corps et dans son identité. Maintenant, ce qui est absolument terrible, c'est que ce débat, je trouve, effectivement prend un tour très américain, mais on pourrait dire aussi qu'il est très français, en ce sens que finalement nous prenons le retour de boomerang de la French Theory que nous avons exporté sur les campus américains et qui nous revient en France sous la forme d'une espèce de débat très idéologique autour d'une domination systémique des hommes sur les femmes. Et là, pour le coup, il y a quelque chose qui me semble absolument injustifié. Et je crois que l'injustice des victimes, subie par les victimes, n'autorise pas l'injustice de la réponse. Lorsqu'un attentat survient, nous sommes les premiers à dire qu'il ne faut pas faire d'amalgame et que ce n'est pas parce que une personne qui est de telle ou telle religion produit une violence que toute cette religion est coupable ou que tous les membres de cette communauté sont coupables. Bien, de la même manière, ce n'est pas parce que des hommes se comportent de façon violente que tous les hommes sont coupables. Et il y a là quelque chose qui fausse complètement le débat et qui du coup produit cette série de réactions qui sont tout aussi injustes les unes que les autres, parce que je ne crois pas du tout
que tous les hommes soient essentiellement violents, mais je ne crois pas du tout non plus au droit d'être importuné. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinairement violent dans le backlash, précisément, dans le retour de bâton qui me paraît être tout aussi injuste. Donc on est complètement perdu, me semble-t-il, et notamment parce que je crois que nous n'arrivons pas à nous attaquer aux véritables causes. Alors, il y a des violences envers les femmes qui trouvent leur source dans des causes différentes. Je trouve d'ailleurs, j'ai regardé la séquence où Oprah Winfrey fait son grand discours. J'ai trouvé cette séquence abominable d'hypocrisie. Enfin, tous les gens qui sont dans cette pièce et qui l'applaudissent en pleurant, tous savaient quand même. Et Oprah Winfrey, la première qui connaissait Harvey Weinstein, vous le disiez tout à l'heure, c'était le secret le moins bien gardé d'Hollywood. On a envie quand même de les renvoyer à une forme d'humilité nécessaire devant ce qui arrive aujourd'hui à leur propre industrie, à leur propre monde. Maintenant, attaquons-nous aux vraies causes, attaquons-nous sérieusement aux vraies causes. Et c'est malheureusement ce que je trouve le débat du féminisme contemporain n'arrive pas à faire. Il est tout à fait étonnant qu'on s'attaque en effet à la galanterie comme si elle était le signe d'une oppression systémique et qu'on ne regarde pas ce qui se passe aujourd'hui dans l'éducation de beaucoup de jeunes qui se fait, par exemple, par la pornographie. Il est tout à fait confondant qu'on s'attaque à des modes de vie occidentaux qui ont toujours été marqués par une très grande égalité entre les hommes et les femmes dans la variété des civilisations, et notamment en France. David Hume appelait la France le pays des femmes, et qu'on ne regarde pas ce qui aujourd'hui se passe dans certaines traditions, ou plutôt malheureusement dans certaines déconstructions de la transmission de la culture, et qui produit, c'est vrai, une forme de violence très grave entre les hommes et les femmes, dès la petite enfance d'ailleurs. Thierry Pech, est-ce que vous diriez, comme la philosophe et historienne de la pensée féministe Geneviève Fraisse, qu'on a eu la révolution avec l'affaire Weinstein et qu'aujourd'hui on assiste à la contre-révolution? Non, je pense pas. Ce qui est un classique dans l'histoire du féminisme. Je ne pense pas. La révolution est beaucoup plus puissante en l'occurrence que la contre-révolution. J'en suis sûr et je veux le croire. Mais je voudrais exprimer un désaccord assez net avec ce que vient de dire François-Xavier Bellamy. Robert Castel disait souvent: le malheur des hommes n'a jamais suffi à faire un problème social. Je crois qu'on pourrait dire aujourd'hui, le malheur des femmes n'a jamais suffi à faire un problème social. Pour que ça devienne un problème social, il faut le partager. Alors, ça se partageait entre les femmes et les hommes, dans le cercle privé des conversations. Et ce qui s'est passé avec l'affaire Weinstein, mais surtout ses suites, parce que l'affaire Weinstein est une affaire hollywoodienne, un certain milieu, à la limite, peu importe. Ce qui s'est passé est beaucoup plus profond que ça. C'est que tout le monde s'est mis à parler publiquement de ça. Et c'est devenu un problème social, derrière lequel il y a des problèmes systémiques. Et c'est là que je diverge avec vous, François-Xavier. D'abord, je pense qu'il ne faut pas se tromper d'échelle. France, États-Unis, Allemagne, peu importe. La réalité sociale, c'est que les femmes sont maltraitées dans le monde du travail très souvent, qu'elles sont moins payées, qu'elles sont l'objet de prédation sexuelle ou symbolique des hommes dans de très nombreuses sociétés, de très nombreuses circonstances. Et donc, il y a bien quelque chose qui dépasse le simple fait de quelques gros lourds, de quelques porcs, entre guillemets, ou de quelques personnages qui ne feraient pas honneur au genre masculin. Il y a quelque chose de plus profond et de plus grave que ça, et je crois que c'est ça dont il faut avoir le courage de parler. Et donc, moi, je mets de côté les finasseries de salon pour savoir si la carte du tendre, si chère à la galanterie française, si au pays de Madame de Lafayette, on ne devrait pas défendre une espèce de conversation des sexes, de diplomatie de l'esprit, ou que sais-je. Tout ça, c'est notre patrimoine littéraire, il est très beau, mais il n'a rien à voir avec la réalité des choses dont on parle aujourd'hui, avec l'ordinaire de la vie des femmes. Et c'est, je crois, à cette échelle-là, plus basse en termes culturels, mais plus haute en termes civilisationnels, qu'il faut se placer. Je voudrais surtout vous dire mon inquiétude. Au même moment que s'élève une demande de respect très forte et qu'elle s'inscrit dans l'espace public et plus simplement dans l'espace social des conversations privées, au même moment se font entendre des crispations du masculin, des formes de réaction qui n'ont rien à voir avec les expressions cultivées du Paris de la rive gauche, si vous voulez. Il y a, je pense, dans beaucoup de catégories sociales où les hommes ont été éprouvés par la désindustrialisation, par le fait que certaines populations immigrées porteuses de valeurs de culture très patriarcales se sont retrouvées dans un contexte égalitaire très différent. Eh bien, il y a beaucoup d'hommes qui réagissent très mal à ces situations. Et je crois qu'il est urgent de se poser la question dans ces termes-là et d'en tirer des conclusions, pas simplement en termes de qu'est-ce qu'on fait demain dans les lois. Je ne crois pas que les lois soient de la bonne échelle pour régler ce type de problème. Mais qu'est-ce qu'on fait dans l'éducation de nos enfants ? On a passé par perte et profit le débat sur les ABCD de l'égalité, etc. Mais au moins,
Je ne sais pas si c'était les bons supports, peu importe, on pourra en reparler. Mais au moins, on parlait aux enfants de ce que c'est qu'être un homme et de ce que c'est qu'être une femme, ce que c'est que le féminin, ce que c'est que le masculin, ce que c'est que les gens dans la société, comment ça se construit, comment ça se vit et quels problèmes ça peut poser. François-Xavier Bellamy, puisque vous étiez interpellé directement sur cette question en effet de l'éducation, de ces ABC de l'égalité, quels moyens on peut trouver ou on peut imaginer pour lutter contre ce qui, en effet, comme l'a dit Thierry Pech, sont des faits, sont des chiffres, on peut en citer quelques-uns. 15% des femmes en France ont connu une forme d'agression sexuelle, 580 000 agressions sexuelles en 2015, 24% encore aujourd'hui d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Quelle peut être la réponse ? D'abord, il ne faut pas mélanger toutes ces statistiques parce que chacune d'elles mériterait une considération précise. Mais je voudrais juste dire à Thierry Pech que, effectivement, je ne conteste absolument pas qu'il y ait là un problème systémique. Je ne dis pas seulement que quelques individus soient responsables de mauvaises actions. Il y a quelque chose de très profond dans la société qui mérite d'être rectifié. Cela étant dit, il me semble que là où nous nous trompons, c'est quand nous essentialisons la figure du masculin comme la figure de la violence et de l'oppression, comme si, d'une certaine manière, le masculin était condamné à n'être que violence et oppression. Et c'est ce dans quoi tombe précisément ce féminisme qui, c'est vrai, a été très largement cultivé sur les campus américains, qui est un féminisme qui pense les rapports de domination comme des rapports essentiels entre les identités sociales et qui nous empêche en fait de répondre à la question. Moi, je crois que la réponse est effectivement culturelle, c'est-à-dire qu'elle passe effectivement par l'éducation. Je ne crois pas qu'il soit une fatalité que le masculin soit une figure de l'oppression et de la violence et que pour empêcher la violence, il faille d'une certaine manière empêcher le masculin. Je crois en revanche que c'est vrai, nous sommes aujourd'hui devant un problème systémique, que c'est une très bonne chose que la libération de la parole nous ait permis de prendre conscience du caractère systémique du problème, mais que maintenant, j'accorderai aussi plus de crédit à ceux qui s'en indignent quand ils s'occuperont des causes véritables. Et moi, depuis plusieurs années, je me suis penché sur la question de la crise de l'éducation en disant précisément qu'elle produisait du sexisme de très haute intensité, dans les cours de nos collèges, dans les cours de nos lycées, lorsque vous n'avez plus les mots pour dire qui vous êtes, alors vous avez du mal, c'est vrai, à vous rapporter à l'autre sur un autre modèle que celui de la violence. Or, c'est malheureusement ce qui s'est produit à travers ces ABCD de l'égalité qui étaient en fait concentrés sur l'idée de la déconstruction des stéréotypes de genre. C'est-à-dire, moi je suis d'accord pour qu'on dise à nos enfants, pour qu'on parle à nos enfants de ce que c'est que d'être un homme, de ce que c'est que d'être une femme, comme vous l'avez dit à l'instant, mais c'est ce que le concept de genre se refusait à faire au motif que l'homme et la femme n'existent pas. Et il y a dans cette prétention à une forme de déconstruction une critique de la culture, une critique de la transmission de la culture qui, malheureusement, je le crois, a créé un certain terreau pour la violence, qui n'en est pas la seule cause, mais qui contribuait à déshabiller, d'une certaine manière, nos corps de ce que la culture peut leur apprendre pour pouvoir nous permettre de nous insérer de façon paisible dans un espace social. Et c'est aussi cela qu'on appelle, d'une certaine manière, la galanterie ou la littérature. Très brièvement. Il y a un paradoxe dans votre... Je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais il y a un Allez-y. paradoxe dans votre raisonnement. Vous nous dites, et là je partage ce que vous dites, le masculin n'est pas essentiellement violent. Très bien. Donc c'est une construction. Cette domination masculine, c'est une construction sociale, culturelle, héritée. Elle existe. Ça, vous ne le niez pas. Et vous nous dites ensuite, il ne faut pas déconstruire les gens. Mais comment on va faire ? Comment on va faire si on n'identifie pas cette construction qu'on a appelée le masculin? Comment on fait? Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment, dire... Prenons nos responsabilités, cessons d'élever par exemple les garçons dans l'idée que la sexualité est une affaire de conquête, d'accumulation et de prédation. Mais justement, il faut être sérieux. Juste en une phrase, c'est là qu'est tout le problème. Moi, il me semble que le masculin est violent quand la déconstruction de la culture s'est opérée, c'est-à-dire que la culture est ce qui nous prévient de la violence. Alors moi, je suis comme Sylvie toutes les Kaufmann. femmes, j'attends sagement qu'on me donne la parole. Donc, voilà. Oh, j'allais le faire. Ça me Et fait j'aimerais que confiance. ce débat ne soit pas qu'un débat entre hommes à propos de l'homme. Il s'agit des femmes et il s'agit aussi de la domination masculine. Et je pense qu'il prend des formes multiples et vraiment multiples, très nombreuses. Et c'est là-dessus que je trouve, c'est sur ce point que le débat est devenu très intéressant parce qu'on part du harcèlement sexuel. Alors après, il y a bien sûr des choses répréhensibles, il y a les excès, chaque pays a ses propres références culturelles. Chez nous, délation est quelque chose qui veut dire quelque chose et qui nous rappelle à certains moments de notre histoire, de même que le macartisme aux États-Unis, etc. Donc, il y a des tas de choses qui ne nous plaisent pas, c'est évident. Mais le fond du problème, le fond de l'histoire, c'est que dans tous les aspects de leur vie, finalement, les femmes se heurtent à cette domination masculine. C'est pour ça que je rappelais la multiplicité de ces statistiques. Voilà, et que enfin, je suis désolée, 24% d'écart salarial
entre les hommes et les femmes, il y a des tas d'explications, etc., le temps partiel. 42% d'écart dans les droits à la retraite. La vraie différence, c'est 9,9%. C'est-à-dire qu'une jeune femme qui sort d'HEC est embauchée à un salaire moindre qu'un jeune homme qui a exactement les mêmes qualifications et qui va faire le même job. Et ça, c'est inadmissible. Et enfin, on le dit, Muriel Pénicaud, je crois, aujourd'hui, en parle dans le JDD, qu'elle va s'y attaquer, je ne sais pas comment elle va faire, enfin bref, mais c'est quelque chose maintenant qui est posé. C'est un des aspects de la domination masculine et ça ne veut pas dire que tous les hommes sont violents. Ça veut dire qu'il y a un système qui s'est imposé, qui est injuste, qui est inégalitaire. Moi, ça me met en colère, je suis désolée parce que ça fait depuis que je travaille que je me heurte à ça et je me dis, quand j'étais beaucoup plus jeune, je me disais, mais ça va progresser. D'ailleurs, ça a progressé, c'est un fait, heureusement. Mais j'aurais jamais pensé, quand je rentrais dans cette profession, que, je ne sais pas combien des décennies plus tard, je verrais encore mes collègues de la Provence qui signent une pétition d'un journal donc régional, qui signe une pétition en disant ça peut pas continuer. À la fin de l'année, c'est le moment des augmentations salariales, et cette année encore, les hommes se sont beaucoup augmentés parce que effectivement, ce sont eux qui décident des augmentations. Voilà. Donc, je crois qu'il y a plein de choses. Alors, vous seriez certainement d'accord avec Laura Adler qui signait une tribune cette semaine pour expliquer que la libération de la parole des femmes était encore trop fragile et que ça n'était pas du tout le moment d'entraver, voire de soupçonner le courage dont font preuve certaines qui ont fait silence pendant des décennies. De toute façon, toute la semaine, le débat intellectuel a été passionnant. Gilles Finkelstein, on pourrait aussi inviter nos auditeurs à lire ce qu'écrivait cette semaine, alors vraiment toute autre frange intellectuelle, celle de Gaspard Koenig, ce philosophe libéral qui nous invitait cette semaine dans Les Échos à relire cette fois un philosophe libertaire français, en l'occurrence Ruben Augien, qui nous a quittés d'ailleurs en mai dernier, et qui lui se plaçait dans le sillage de John Stuart Mill pour distinguer de manière nette les offenses qui concernent les choses abstraites et symboliques et les préjudices qui portent eux directement atteinte à l'intégrité physique. On est vraiment aussi dans un débat sémantique dans cette affaire ? Bon, j'ai attendu sagement moi aussi. Tel un homme discipliné. Vous avez laissé, on a tout dit, nous, François-Xavier et moi. Vous avez prononcé, Émilie, le mot de révolution. C'est une révolution qui vient de loin. On va célébrer le 50e anniversaire de mai 68. Quand on essaye de se rappeler ce qu'était l'état de la société à cette époque, on mesure l'ampleur des progrès, leur caractère extraordinairement spectaculaire. En 1968, ça faisait 3 ans à peine que les femmes avaient le droit d'avoir leur propre compte bancaire. Et quand on regarde la question de la représentation politique, je regardais ce matin combien le gouvernement de Georges Pompidou comptait de ministres. 0 de ministres femmes. Combien il y avait de femmes députées à l'Assemblée nationale? C'était 2,1% de l'Assemblée. Donc, on a maintenant, depuis 2012, un gouvernement paritaire. On a près de 40% de femmes à l'Assemblée nationale. Donc, les progrès ont été spectaculaires. De ce point de vue-là, c'est une révolution. Mais on vit un moment particulier de cette révolution parce que je crois que dans les décennies passées, c'est beaucoup sur le terrain juridique que cette révolution portait. En tout cas, elle avait des implications juridiques. Là, on est dans un moment dans lequel la dimension culturelle est absolument déterminante. Je crois que c'est ça qui en fait la spécificité. Et je crois que ce n'est pas, pour rebondir sur ce que disait Sylvie Kaufmann au début, que ce n'est pas un moment, mais que c'est un tournant, qu'il y aura un avant et un après. Et c'est vrai non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Et que de ce point de vue-là, les mois qui viennent de s'écouler sont des mois qui sont très importants. Ça a été un moment de libération de la parole, comme on l'a dit. Et dans ces moments-là, évidemment, comme dans toute révolution d'ailleurs, c'est plus difficile pour les femmes comme pour les hommes de prendre le moins. Non seulement, c'est pas seulement de prendre une distance, c'est d'essayer d'opérer des distinctions, de distinguer des champs. Et je crois que c'est le travail qu'il faut malgré tout faire, que ce n'est pas finasser que de le faire, distinguer les champs entre ce qui relève de la réalité et ce qui relève de la représentation, de l'art, distinguer, hiérarchiser les actes entre ce qu'est la drague et ce qu'est un viol,
il faut faire ça. Mais il faut accompagner, je crois que c'est très important, moi je partage la colère de Sylvie Kaufmann, accompagner ce mouvement-là. Raphaël Glucksmann, dans Marianne de cette semaine, disait « Je préfère l'impolitesse de la révolte à la politesse de la domination ». Et je crois que cette phrase est juste. Alors, vous citiez Marianne, en effet. Alors, est-ce justement une manifestation de la contre-révolution? Marianne qui fait sa une cette semaine avec ce titre où il est question de libérer la parole des hommes, accusés, planqués, gênés, muets. Libérons la parole des hommes. Est-ce que vous souhaitez qu'on libère votre parole, François-Xavier Bellamy? Non, mais c'est là ce que je vous disais tout à l'heure. Je trouve que ce débat n'est pas juste dans les deux sens du terme. Il y a quelque chose d'injuste aussi dans cette réaction qui est complètement absurde. Enfin, je veux dire par là que oui, il est bon que les femmes puissent enfin parler de ce qu'elles vivent et de ce qu'elles subissent. Et il est très évident que dans cette situation, les hommes ont d'abord le devoir d'écouter. Je ne crois pas du tout qu'il soit nécessaire de libérer la parole des hommes aujourd'hui. En tous les cas, je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'imposer ce retour du masculin qui, moi aussi, à certains égards, me fait peur parce que on voit bien que dans cette espèce de réaction qui est aussi naturelle dans la mesure où nous sommes tous accusés collectivement, certains se défendront par une forme de violence en retour qui n'a rien qui soit équilibré. Ce qui est sûr, c'est que je crois qu'il faut revenir à cet équilibre du débat, reconsidérer que ce débat nous concerne tous, en effet, et reconsidérer qu'il y a de toute évidence quelque chose à régler dans la société, à ajuster dans la société, mais en sortant, me semble-t-il, malgré tout, de cette forme de polarisation systémique qui ne nous aide pas à penser les choses. Et vous parliez tout à l'heure de l'injustice qui est faite dans le monde du travail. C'est vrai qu'il y a certainement des injustices, mais regardez, vous voyez, à quelques années de recul sur la vie professionnelle, beaucoup de mes amies femmes me disent qu'il est parfois beaucoup plus dangereux de se retrouver face à une DRH femme, ou enfin qu'elles se sentent parfois plus mises en minorité par une autre femme que par des hommes. Donc il faut, je crois en tous les cas, sortir des considérations trop systématiques, parce qu'en fait, quoi qu'il en soit, elles nous empêchent de penser la justesse du problème. Juste un mot pour rebondir sur ce que disait François-Xavier. Il y a eu une enquête, une étude très intéressante faite par le CEPREMAP, le centre de Daniel Cohen, une étude de Dominique Meurs il y a quelques années sur les inégalités salariales entre les hommes et les femmes, dans lesquelles la conclusion in fine était que cet écart de salaire, cet écart de près de 10% à qualification et à travail égal, avait une origine qui était d'abord une origine culturelle. Et que quand on isolait des facteurs comme est-ce que si ce sont davantage des femmes qui sont dans la hiérarchie, est-ce que ça fait progresser ou pas la réalité, et que non, et que la différence culturelle était une différence dans les modes de vie, dans ce qui se passe à la maison et le temps, ce double temps pour les femmes, que c'était ça le cœur de l'idée. Charge mentale. Également. Puisque le journal Le Monde semble au cœur de ce débat-là, Sylvie Kaufmann, on va rappeler qu'il y a eu également dans votre journal cette tribune le 30 décembre dernier d'Éric Brion, c'est-à-dire le premier porc dénoncé dans ce mouvement Balance ton porc, qui signait une tribune intitulée « Je réclame le droit à la vérité et à la nuance ». Oui, mais il a tout à fait raison de le demander, et il a droit à tout le monde a droit à la vérité, à la nuance, et lui aussi. Voilà, c'est un très bon exemple des différents modes d'expression de ce mouvement. Il y a l'un d'entre vous disait tout à l'heure, il y a la drague, c'est Gilles, je crois, il y a la drague et il y a le viol. En effet. C'est un vrai débat, et ça n'est pas qu'un débat français d'ailleurs. On a tendance à dire à l'étranger que c'est un débat français, mais ça n'est pas seulement. Ça touche tout le monde. Et les États-Unis, c'est un débat qui existe aux États-Unis depuis très longtemps, puisque les féministes américaines nous ont largement précédés sur ce terrain. Enfin, la presse étrangère, quand même, ces derniers jours, semblait un peu étonnée de nous voir tenir, nous, en France, un tel débat. Certains ont même dit qu'il n'y avait que dans le pays du marquis de Sade qu'on pouvait s'attendre à de telles polémiques. Oui, mais je trouve que ça correspond beaucoup aux clichés qu'on véhicule sur la France, les femmes françaises, la sexualité à la française, oui, tout le monde rappelait Catherine Deneuve, Buñuel, Belle de Jour, Catherine Deneuve, voilà. Mais c'est comme ce mouvement. Et il y a une chose que je trouve qui est importante dans la deuxième tribune, si je puis dire, de Catherine Deneuve, celle qu'elle a écrite, en tout cas signée elle-même, dans Libération, où elle revient, elle précise les raisons pour lesquelles elle a signé cette première tribune, la lettre des 100. Elle s'excuse auprès des femmes qui
qui se sont sentis insultés ou offensés par certains commentaires excessifs à la suite. Mais elle soulève une question qui est celle des œuvres d'art. Et c'est vrai que c'est un vrai débat aussi. C'est un autre aspect du débat. Mais c'est vrai que quand on en vient à modifier la fin de Carmen sur une scène d'opéra en Italie, ou à dire qu'il ne faut pas exposer des toiles de Gauguin parce que... alors, c'est vrai que ou que le baiser de la Belle au bois dormant était un baiser non consenti. Voilà, donc... Non, mais on fait ce qu'on veut avec les œuvres. On réinterprète les œuvres depuis des siècles. On les réinterprète. Mais très bien. On fait ce final de Carmen, on en fera un autre dans 200 ans. Où est le problème? Quand on en vient à dire on ne peut pas exposer certaines œuvres parce ça, c'est autre chose. Voilà, autre chose. Il y a quand même la liberté de création. Mais si on parle de ça, il y a eu une autre tribune. C'est l'un des aspects du débat, en effet. Qui était importante, c'était celle de Salma Hayek dans le New York Times, où elle raconte, elle a résisté en tant que réalisatrice pour son film sur Frida Kahlo, à Harvey Weinstein, qui était son producteur. Mais on voit qu'en résistant, il a, pour lui faire payer sa résistance et son refus, et il a entravé sa liberté de création à elle. Donc c'est aussi dans les deux sens. Mais c'est un autre aspect de ce débat que je trouve très intéressant. Et justement, pour le clôturer, ce débat est juste peut-être pour nous remettre tous d'accord ou bien remettre les choses en place. Je vous propose cette archive qui date d'avril 1975, Simone de Beauvoir, qui nous rappelle comment, depuis la nuit des temps, les hommes ont eu bien du mal à laisser les femmes accéder à certaines fonctions. Mais il est bien évident que d'époque en époque, il y a eu toujours une volonté des hommes de prendre le pouvoir. Je n'en citerai qu'un exemple. Au Moyen-Âge, à la Renaissance, les femmes avaient beaucoup de pouvoir comme médecins. Elles connaissaient des quantités de remèdes, des herbes, des remèdes qui étaient des remèdes de bonne femme et quelquefois très valables. Eh bien, la médecine leur a été prise des mains par les hommes. Toutes les persécutions contre les sorcières ont été essentiellement fondées sur cette volonté des hommes d'écarter les femmes de la médecine et du pouvoir qu'elles donnent. Et ensuite, alors, au XVIIIe, au XIXe siècle, il y a des statuts faits par les hommes qui interdisent rigoureusement, sous peine de prison, d'amende, etc., aux femmes d'exercer la médecine si elles n'ont pas suivi certaines écoles auxquelles, par-dessus le marché, on ne les acceptait pas. Alors les femmes, à ce moment-là, se sont vues reléguées au rôle de Florence Nightingale, au rôle d'infirmière, au rôle d'aide-assistante, etc. Et vraiment, il y a des ouvrages intéressants là-dessus. On voit comment il y a eu une volonté, puisque vous parliez de volonté, une volonté des hommes d'arracher la médecine aux femmes. Je pense que si on prenait d'autres domaines, on trouverait tout à fait les mêmes processus. Simone de Beauvoir en avril 1975. Et aujourd'hui, Dieu merci, on laisse les femmes être médecins, on les laisse même parfois être journalistes au Monde, et même parfois animer des émissions de radio. À présent, pour la deuxième partie de cette émission, encore une femme, mais dans un tout autre genre. Theresa May, la chef du gouvernement britannique, qui garde le cap malgré le fog, l'épais brouillard post-Brexit. Cette semaine, grande confusion encore entre les dirigeants des institutions européennes qui rappellent que la porte de l'Union reste ouverte pour l'Angleterre. Et en parallèle, Nigel Farage, l'eurodéputé britannique de UKIP, le Mr Brexit, qui demande un nouveau référendum. Et Emmanuel Macron qui chante l'amitié franco-britannique tout en mettant la pression sur le dossier migratoire. Bref, en dépit de cette météo houleuse, Theresa May était pimpante et souriante jeudi soir sur France 2 dans le journal d'Anne-Sophie Lapix. Souriante mais ferme. Il n'y aura pas de deuxième référendum sur le Brexit. Nous avons pris une décision en tant que Parlement comme quoi les gens doivent avoir leur avis et la possibilité de le donner. Nous avons exprimé cet avis et maintenant que les responsables politiques ont permis ce choix, il est important que nous tenions les promesses avec la tenue de ce référendum. Thierry Pêche, est-ce qu'il y a un flottement dans l'Angleterre de l'après-Brexit aujourd'hui ? Ce serait un euphémisme. Il y a vraiment un gros bazar. Est-ce qu'il y a particulièrement cette semaine un sentiment de musique contradictoire ? Oui, cette semaine comme celles qui ont précédé. Ça fait maintenant à peu près un an et demi que la politique britannique vit dans un tragique désordre. Moi, j'avais dit au moment du Brexit, c'est depuis la crise de Suez la deuxième perte massive d'influence de la Grande-Bretagne dans le monde. Je me suis demandé en le disant à l'époque si j'allais pas trop loin. Je pense que c'est pire que Suez, à vrai dire aujourd'hui. La situation du Royaume-Uni
est vraiment préoccupante, situation politique. Elle est préoccupante pour le Royaume-Uni, mais pas simplement pour eux, elle est préoccupante pour nous aussi. Et c'est, je crois, ce sur quoi il faut insister aujourd'hui. Bon, alors d'abord, tous ceux qui disaient pendant la campagne présidentielle française, il nous faut un Frexit, regardez, le Brexit, c'est pas si mal, ils sont pas morts, ça fait pas mal. J'aimerais aujourd'hui avoir leur opinion, leur jugement sur la situation britannique. L'inflation a beaucoup progressé, la consommation intérieure en termes économiques recule maintenant de façon très nette. Du coup, le moteur de la demande intérieure, le moteur de croissance est éteint. Du coup, il faudrait rechercher d'autres moteurs, soit les exportations, soit les investissements. Les investissements, comme les investisseurs ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, ils n'investissent pas, ni les investisseurs domestiques, ni les investisseurs étrangers. Or, compte tenu du déficit de la balance courante britannique, il fallait beaucoup d'investissements directs étrangers pour que l'économie britannique fonctionne. Ces investissements directs étrangers, ils reculent. Je vous passe la suite des mécanismes économiques qui se sont mis en marche et qui, tant qu'une décision claire n'aura pas été prise, et elle ne sera pas prise avant longtemps, continueront à éroder le potentiel de croissance britannique. La chance des Britanniques, c'est qu'il y a de la croissance dans le monde aujourd'hui, qu'ils en profitent un peu par les exportations. Mais ça ne va pas bien au royaume de Sa Gracieuse Majesté. Et ça, je crois qu'il faut le dire clairement. Alors, encore un mot. On ne va pas revoter. Voir. Theresa May est bien affirmative. Elle qui pensait que les Britanniques jamais ne voteraient pour le Brexit. Elle qui a perdu une élection, en tout cas qui n'a pas vraiment perdu, mais qui n'a vraiment pas gagné en juin 2016. Pourquoi n'y aurait-il pas, au bout de cette séquence, un autre référendum, non pas sur oui ou non le Brexit, mais voulez-vous de cet accord avec l'Union européenne? Et est-ce que le peuple britannique, lorsqu'il aura été sérieusement informé des conséquences possibles au terme de tout ce qu'il est en train de vivre, n'aurait pas son mot à dire sur un accord intelligent avec l'Union européenne? Et d'après vous, petit point d'explication, pourquoi est-ce que cette semaine, Nigel Farage demande un second référendum? Quelle est l'arrière-pensée? Quelle est l'idée? Ça, je ne lis pas dans ses arrière-pensées. Gilles Finkelstein. Il est meilleur que moi, Gilles, pour les arrière-pensées. Il y a une ligne directe avec Nigel Farage. Alors, vous qui lisez, vous qui êtes dans la tête de Nigel. Où on en est, où peut-on aller? Où on en est, ce qui se passe depuis le référendum est une leçon de choses. On voit que non seulement les Brexiteurs ont été couards et qu'ils se sont enfuis la victoire obtenue, mais qu'ils ont été d'une incompétence extraordinaire en sous-estimant de manière incroyable les difficultés, à la fois ce qu'étaient les obligations budgétaires du Royaume-Uni, les difficultés sur la question de la frontière avec l'Irlande, la nécessité d'introduire, compte tenu des relations qui existent entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, un accord de libre-échange, et donc les difficultés de le faire, les fragilités de leur propre secteur financier. Et ils nourrissaient sans doute l'espoir que le Brexit provoque à la fois une contagion dans d'autres pays de l'Union européenne et une division dans les négociations entre les pays de l'Union européenne. Au lieu de ça, on a eu une réadhésion des citoyens de l'Union. En réaction au Brexit, on a aujourd'hui plus de 2 fois plus d'Européens qui ont une image positive qu'une image négative de l'Union européenne, alors qu'on était à moitié juste avant le Brexit. Donc il y a ce resserrement autour du drapeau européen et il y a eu une cohésion très forte, beaucoup plus forte que ce à quoi on pouvait s'attendre. Et donc on est dans cette situation-là, dans ce grand bazar qu'a évoqué Thierry Pech. Où peut-on aller? C'est là la question du deuxième référendum et l'arrière-pensée, je crois, de Nigel Farage. Il ne plaide pas. Je brûlais d'impatience. Il ne plaide pas pour un deuxième référendum. Il préférerait un deuxième référendum à un vote du Parlement britannique qui reviendrait sur le Brexit. Donc c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Est-ce qu'un deuxième référendum est possible? La question est de savoir qui a la clé pour le déclencher. Les conservateurs, c'est sans doute impossible. Et le problème, c'est que ce sont eux qui sont au pouvoir. C'est impossible parce que leur électorat reste massivement en faveur du Brexit et parce que c'est le sujet qui les a le plus divisés au sommet.
Les travaillistes, c'est improbable dans la mesure où Jeremy Corbyn est sur autre chose, sur d'autres sujets, et qu'il essaye de mettre celui-là de côté. On voit Tony Blair tenter un retour de manière assez sur un discours qui est cohérent, qui est convaincant. Le problème est que c'est sans doute la personnalité la moins écoutée et que donc la réponse, elle est dans le peuple britannique lui-même et dans ce qu'indiqueront semaine après semaine les sondages sur une évolution. Et donc pour l'instant, c'est seulement un petit bazar. C'est un petit bazar parce qu'il n'y a qu'une évolution de l'opinion, et c'est un petit bazar, et je termine par là, parce que le Brexit n'a pas eu lieu. Et donc c'est comme si aujourd'hui, on a les premières... c'est comme si on avait des répliques avant le séisme. Les répliques, c'est ce qu'a évoqué Thierry Pech, c'est ce fléchissement de la croissance, mais le séisme n'a pas encore eu lieu, et c'est lui qui pourrait modifier en profondeur l'opinion britannique. Alors le Brexit n'a pas encore eu lieu, François-Xavier Bellamy. Est-ce que vous diriez, vous en tout cas, que le Brexit a définitivement perdu son pouvoir d'attraction, de séduction ? De fait, ça n'est pas le cas en Grande-Bretagne, puisque si Nigel Farage demande un deuxième référendum, c'est parce que tous les sondages d'opinion montrent que l'opinion publique britannique n'a pas évolué sur cette question et qu'il espère donner une légitimité plus forte au Brexit s'il se reproduisait. En fait, il y a quelque chose d'étonnant dans l'analyse de Thierry Pech et de Gilles Finkelstein, dans le fait qu'au fond, on se réjouit du bazar qu'il y a au Royaume-Uni. On s'en réjouit d'une certaine manière parce qu'il apporte la démonstration qu'il n'y a pas d'avenir possible pour un Brexit ou un Frexit ou un exit de quelque nature que ce soit. Et on se réjouit de quelque chose qu'on contribue très largement à provoquer, enfin que l'Union européenne contribue très largement à provoquer. C'est-à-dire, c'est le discours de l'Union européenne qui fait planer la menace d'un deuxième accord. Là, l'essentiel va se jouer pour l'économie britannique dans le deuxième accord qui va être négocié aujourd'hui sur la question du libre-échange. Et on a beau, avec Emmanuel Macron, faire toutes les professions d'amitié à l'endroit du Royaume-Uni, le discours de l'Union européenne, lui, est un discours extrêmement dur à l'égard du Royaume-Uni, un discours punitif dont le but est d'éviter que quelqu'un d'autre ne s'en aille. Et par conséquent, dans ce discours punitif, évidemment, l'effet psychologique est naturel sur les investissements au Royaume-Uni. Alors, Thierry Pech disait que la situation était très difficile et que le Royaume-Uni était dans un moment économique compliqué. La vérité, c'est qu'il atteint un taux de chômage qui est un record depuis 40 ans, un record en bas. Il est dans une situation de plein emploi que nous pourrions de très loin lui envier. Il y a beaucoup d'indicateurs économiques qui sont aussi favorables. Et pour l'instant, on pourrait, Thierry Pech disait, où sont les Brexiteurs qui disaient que tout irait mieux ? Je dirais, où sont les opposants au Brexit qui diraient que tout serait catastrophique ? Parce que de fait, aujourd'hui, en effet, c'est un petit bazar. C'est un petit bazar, mais ça n'est pas le gros bazar. Ça n'est pas la catastrophe annoncée non plus. On nous avait annoncé le cataclysme, la ruine du Royaume-Uni. Aujourd'hui, voilà, à part le déménagement de quelques agences européennes, il ne s'est pas passé non plus d'événements absolument grandioses. Ce que je dirais simplement pour terminer, c'est que ce débat, moi, je ne suis pas favorable ou défavorable au Brexit. Je ne suis pas citoyen du Royaume-Uni. Donc, je pense que c'est un débat qui concerne effectivement le peuple du Royaume-Uni. Mais comme citoyen français, je crois qu'il serait dramatique qu'un nouveau référendum soit organisé dans le but de revenir sur le Brexit, parce que ça donnerait le sentiment à toutes les opinions publiques européennes qu'en réalité, l'Europe est une prison dont il est impossible de sortir. Et là, pour le coup, l'image de l'Union européenne s'en trouverait très durablement écornée. Je crois que le référendum de 2005 a été un véritable traumatisme collectif pour les citoyens français, dans le sens où nous avons collectivement eu le sentiment que, quel que soit notre avis, finalement, le résultat était le même, que la machine européenne était plus forte que les démocraties nationales. Et je crois, d'une certaine manière, c'est un débat compliqué et difficile à mener, que la liberté est un bien qui est supérieur, peut-être, au fait de revenir sur les erreurs qu'elle nous fait commettre. Alors la liberté de considérer que le Brexit n'est pas forcément un moment catastrophique de l'histoire britannique, c'est aussi ce que pense le journaliste spécialiste de la City et de la Finance, Mark Roche, que vous devez connaître, Sylvie Kaufmann, qui prépare un livre actuellement pour expliquer que justement le Brexit pourrait peut-être avoir des effets bénéfiques pour la Grande-Bretagne. Il explique cette opinion-là par la puissance commerciale de la Grande-Bretagne, ses liens avec son ancien empire et également ses liens avec l'Amérique. Sauf qu'au même moment, Donald Trump, Sylvie Kaufmann, vient d'annuler sa visite à Londres. Ça veut dire que cet axe-là ne fonctionne plus. Ça fait partie du malaise et du petit ou grand bazar dont on a parlé tout à l'heure. La Grande-Bretagne s'apprête à larguer les amarres avec l'Europe au moment où les États-Unis sont en train, non pas de la lâcher vraiment, c'est un petit peu caricatural, mais où la fameuse special relationship, comme l'avait décrit Winston Churchill, entre les États-Unis, ce lien indéfectible entre les États-Unis et la Grande-Bretagne,
a vraiment du plomb dans l'aile. Ça se passe très mal à cause de Donald Trump essentiellement. Alors il y a un an, si vous vous rappelez, Theresa May était la première dirigeante étrangère à se rendre à la Maison Blanche. Voilà, il y avait eu cet épisode où il s'était pris la main en longeant le Rose Garden pour aller à leur conférence de presse ensemble, etc. On en est très loin et maintenant il y a une vraie rupture entre Theresa May et Donald Trump. Alors on peut se dire qu'une fois que Donald Trump sera parti, Theresa May certainement aussi, on reviendra aux vieilles traditions, mais je crois qu'il y avait déjà un malaise depuis la guerre d'Irak aussi. Donc là, c'est vrai que la Grande-Bretagne doit se dire, les Britanniques se disent, bon, où sommes-nous? Est-ce que nous sommes seuls dans ce vaste monde? Moi, je crois que c'est une illusion de penser qu'on reviendra à ce qu'il y aura un deuxième référendum. Et les réalistes, y compris dans le camp des Remainers actuellement, disent non, ça va se faire, c'est inéluctable. Il y a eu une décision politique, c'est pas Notre-Dame-des-Landes le Brexit, hein. Il y a une décision politique énorme avec ce vote. Alors il a été fait, il n'y a pas eu peut-être. Les jeunes n'ont oublié d'aller voter, je ne sais pas. Enfin bref, d'ailleurs, c'est incroyable le nombre dans les sondages. Les 18-24 ans sont très, très, très majoritairement contre le Brexit. Mais c'est trop tard. Il y a une fracture dans ce pays qui s'est manifestée à l'occasion de ce vote. Il faut la fracture, elle est toujours là aujourd'hui. Elle est toujours là. Tout à l'heure, ça reste compliqué de parler du Brexit. Voilà. Dans et une le drame de la Grande-Bretagne en ce moment, c'est qu'ils n'arrivent pas à dépasser ce stade passionnel de la douleur et de la souffrance. C'est vrai qu'il y a une division dans la société, dans le monde politique, et il faudrait qu'à un moment donné, ils se disent, bon, voilà, ça va se faire, il faudrait que leurs dirigeants leur disent, et la maturité de leur dire, ça va se faire, maintenant, travaillons ensemble à la manière de le faire le mieux possible pour que ça se passe le mieux possible, aux meilleures conditions possibles pour nous, pour les Européens, parce que c'est aussi dans l'intérêt de la Grande-Bretagne que ça se passe bien pour l'Europe. Et il y a finalement un double drame, je crois, pour les Brexiteurs, qui n'avaient pas prévu, un triple probablement avec la perte de la relation ou la perturbation de la relation spéciale avec les États-Unis, c'est que la zone euro a repris des couleurs et donc de la croissance. Et finalement, il se dit. Et puis, il y a aussi Emmanuel Macron qui a redonné un élan politique à l'Europe. Après, on verra ce qui se passe. Mais du coup, de l'autre côté de la Manche, on se dit, mais finalement, l'Europe, c'était peut-être pas si mal. Et il n'y a pas eu de Frexit, il n'y a pas eu de Grexit, il n'y a pas eu d'autres. Même les Polonais sont très, très, très soucieux de rester dans l'Europe. Donc. Alors, est-ce que le Brexit va continuer d'être une idée attractive? Est-ce que Londres également va rester cette capitale qui attirait une époque toute la jeunesse européenne? Ce temps-là, ce n'était il y a pas si longtemps, c'était par exemple en 2008, lorsque Londres attirait le monde entier. Écoutez cette archive, heureux comme un Français de Londres, 2008. Pas beaucoup d'endroits dans le monde, à part au Brésil, où on fait la fête comme à Londres. En tout cas, c'est ce que me disent les Français qui viennent ici. Vous venez à Londres pour faire quoi? Pour gagner de l'argent et faire la fête, c'est ça Londres? Je pense qu'il y a aussi la culture. Voilà, il y a toute la musique, tous les arts, tous les théâtres. Le nombre de galeries qu'il y a, le nombre de galeries gratuites, de musées gratuits qu'il y a. Londres, c'est encore plus ouvert d'esprit que n'importe quelle autre ville. Peut-être que le Parisien, il sent qu'il y a l'ouverture d'esprit à Paris, mais il faudrait qu'il vienne à Londres. C'est un peu vivre et laisser vivre un peu. Est-ce véritablement ce Swinging London qui attire les Français comme des mouches dans la capitale britannique? Allez savoir. Déjà 300 000 de nos compatriotes y sont installés. Leur séjour dure de plus en plus longtemps. 3 ans seulement il y a quelques années, le double aujourd'hui. Londres est donc devenue la 6e ville française en nombre d'habitants et ses habitants sont plutôt jeunes, une trentaine d'années en moyenne. Bien sûr, tous ne font pas des affaires dans la City, séduits par les sirènes de l'ultralibéralisme. La plupart travaillent plus simplement dans le secteur tertiaire. Une majorité est employée, un tiers cadre. Les entrepreneurs petits ou moyens sont tout de même 5%. Alors est-ce la fête qui les séduit tant ? Peut-être, mais c'est surtout, comme vous venez de l'entendre, l'ouverture d'esprit, la possibilité de prendre des risques et de booster sa carrière sans entreprendre, comme en France, un vrai parcours du combattant. Voilà, c'était pour vous faire sourire, bien sûr, cette archive de 2008 sur le Swinging London. Plus sérieusement, est-ce que c'est la fin de l'attractivité de cette capitale, Gene Finkelstein, avec tout ce qui va avec et tout ce qui va autour de l'image de ce pays-là, qui a été présenté quand même pendant quasiment plusieurs décennies comme la locomotive d'une certaine Europe et d'un certain monde? Oui, 400 000 Français, 3,2 millions d'Européens qui vivent
au Royaume-Uni. Il y a Londres et il y a le reste du Royaume-Uni. Ce sont deux choses qui ne se recoupent pas totalement. Lorsque, quelques semaines après le référendum, on a reçu Tony Blair à la Fondation Jean Jaurès pour essayer d'avoir sa vision de ce qui s'était passé, il avait utilisé une image que je trouvais assez éclairante. Il disait, c'est comme si on avait fait un échange d'appartements, mais qu'on ne connaissait pas l'appartement dans lequel nous allions aller. Et qu'au fur et à mesure que l'on va mesurer que cet appartement, il faut le repeindre, qu'il est délabré, qu'il est petit, l'opinion peut changer. C'est pour ça que je ne crois pas qu'il puisse y avoir un référendum sur le principe du Brexit. Ça serait un peu ce que disait François-Xavier Bellamy tout à l'heure. En revanche, qu'il y ait, je ne sais pas si ça sera un référendum, mais à un moment que les Britanniques soient amenés à se prononcer sur l'accord avec l'Union européenne, et il faut souhaiter que cet accord soit le plus complet possible pour qu'ils aient une connaissance la plus précise possible de ce qu'est leur nouvel appartement. Cette question-là peut être réouverte, et ça sera une question légitime, et revenir sur, je ne sais pas si c'est revenir sur une erreur, mais en tout cas, regarder la situation telle qu'elle est à ce moment-là, ça serait faire preuve d'une liberté ultime. Thierry Pêche. C'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure en disant deuxième référendum. C'est pas pour demander aux Britanniques si c'est oui ou si c'est non. Ils ont déjà répondu. Là, Sylvie a raison. C'était justement pour trouver une issue à des divisions internes aux différentes familles politiques sur hard, soft Brexit, etc. Il faut que le Brexit soit soft. Il faut se dire les choses très, très, très simplement. Je pense que la façon dont ça s'est passé jusqu'ici a fait passer l'envie aux autres Européens, Gilles l'a rappelé, de s'aventurer sur ces chemins de traverse, fût-ce pour démontrer la grandeur de la liberté et faire plaisir à François-Xavier. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il faut trouver un chemin de coopération, parce que si ça se passe mal au Royaume-Uni, ça se passera mal pour nous aussi. Nos économies sont très intégrées, je veux dire, financièrement, industriellement, etc. Donc voilà, il faut trouver un chemin de raison. Et moi, même pour la liberté, François-Xavier, je pense qu'il faut éviter de faire des conneries. Merci Thierry Pêche, puisque justement, je voulais qu'on termine ce deuxième débat sur la relation franco-britannique qui a fait partie de l'actualité de la semaine, parce qu'il y a eu, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, cette rencontre cette semaine entre Theresa May et Emmanuel Macron pour rappeler l'indéfectibilité des liens entre nos deux pays, avec notamment l'histoire, Sylvie Kaufmann, de cette tapisserie de Bayeux, cette œuvre d'art qui est dans l'Hexagone depuis presque 1000 ans, qui sera bientôt prêtée à Londres. Et c'est d'ailleurs assez amusant, puisque cette tapisserie raconte la conquête de l'Angleterre par les Normands, pour montrer à la fois à quel point l'histoire de nos deux pays est mêlée. Et puis il y a peut-être un message subliminal dans ce don. Vous savez, oui, bien sûr, ça fait un effet extraordinaire, ça produit un effet extraordinaire en Grande-Bretagne. Ça évoque toute une série de fantasmes dans la presse britannique. C'est vraiment très drôle à observer. L'historien Robert Toms, qui est un grand spécialiste des relations franco-britanniques notamment, cite cette phrase de Lord Palmerston qu'on entend souvent chez nous aussi, Premier ministre de l'époque victorienne, qui dit « La Grande-Bretagne n'a pas d'amis éternels, elle n'a pas d'ennemis éternels, elle n'a que des intérêts éternels. Et finalement, dit-il, la France, c'est pareil. » Et donc, là, on les a retrouvés, ces deux partenaires français et britanniques, se rendant compte que oui, il y a des intérêts éternels et que quelquefois ces intérêts convergent. Et c'est intéressant de voir, et c'est ce qui va se passer là dans les 2 ans et 3 ans, qui est probablement plus longtemps aussi, qui viennent, mais pendant que le Brexit, la procédure de Brexit avance ou n'avance pas, enfin peine, la Grande-Bretagne va essayer de construire ses relations, de compenser par des relations plus proches bilatérales. Et c'est évident qu'avec la France, c'est la première chose à faire. Voilà, et même si Macron a été très clair quand on lui a demandé est-ce que la City va pouvoir garder son passeport financier, cette possibilité de vendre des services financiers dans le reste de l'Europe, il a dit écoutez, non, il faut être raisonnable, be my guest. Si vous voulez le faire, à ce moment-là, il faut remplir les conditions, contribuer au budget et accepter la juridiction des cours européennes. Donc il y a tout ce... Mais la City restera la City. Elle va sans doute perdre son passeport financier, à moins de remplir les conditions, ce qui sera très intéressant. Mais la Grande-Bretagne
ne disparaît pas corps et bien. Je ne pense pas non plus qu'elle va se découvrir un rôle extraordinaire sur la scène mondiale, ce rêve de la Global Britain ou du Singapour sur Tamise, enfin bref. Mais ça restera un pays qui sera un pôle d'attraction intellectuelle. C'est quand même une place financière mondiale. Ça sera difficile, ça sera très compliqué et ça va se construire sur un long terme, je pense. Mais voilà, elle ne va pas être engloutie. Gilles Finkelstein, petite nuance. Ce sommet, là où je suis d'accord, ce sommet a été placé sous le registre du pragmatisme absolu. C'est-à-dire qu'on a ignoré les problèmes qui ne pouvaient pas être réglés. On a caché les divergences derrière la tapisserie de Bayeux. Il y a toute la question de la défense aussi qui est très importante. Et on a essayé d'avancer, de régler les problèmes qui pouvaient l'être, notamment la situation de l'immigration et notamment la situation de Calais, la situation de la contribution 50 britannique. 50 millions d'euros dégagés pour notre frontière commune. Une évolution de la position française et de la position du président. Ma nuance porte sur les intérêts éternels. Oui, il y a une géographie, il y a une histoire, il y a des intérêts. Mais ces intérêts ne s'expriment pas de la même manière selon le cadre dans lequel on se situe. Et je pense que ça serait une erreur de considérer que le Brexit ne changera rien. Je pense que le Brexit va changer durable. S'il se produit, il va changer durablement d'abord la situation du Royaume-Uni. Et donc de ce point de vue-là, intérêt éternel, oui, mais sur la manière de les régler, c'est différent. Rapidement, le mot de la fin, François-Xavier Bellamy. Le Brexit changera nécessairement les choses de façon très profonde, mais d'une manière aussi ambivalente. C'est-à-dire qu'il aura nécessairement des inconvénients pour le peuple britannique. Il aura aussi certainement des avantages. Il présentera certainement des opportunités à long terme. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que dans l'incertitude des choses, je crois que le débat de fond qui est posé, c'est celui de la question de savoir s'il est possible ou non pour un peuple d'exprimer sa liberté. Et je reviens sur ce point qui me paraît vraiment décisif. De fait, dans cette incertitude, il n'y a pas d'erreur manifeste. Je veux dire par là que les choses ne sont pas données d'évidence. Et la seule erreur majeure consisterait à faire croire, par la rhétorique du hard Brexit qui n'est plus aujourd'hui pratiquée que sur le continent européen, que de fait, il est impossible à un peuple d'exprimer une opinion qui diverge avec le destin qui lui est fixé d'avance. Très rapidement, Thierry Pech, qui sinon sera terriblement frustré. Alors vous reviendrez pour vous affronter une autre fois dans ce studio. Merci beaucoup à tous les quatre, Sylvie Kaufmann, Thierry Pech, Gilles Finkelstein et François-Xavier Bellamy. Merci à Céline Leclerc et à Luc-Jean Reynaud qui, comme toujours, ont préparé et réalisé avec moi cette émission. À la technique aujourd'hui, Claude Niort, Manon Houssin, Tahar Bouklifa et Sofiane Merfoud. Et puis j'en profite tout particulièrement pour vous remercier aujourd'hui, vous remercier pour votre fidélité grandissante depuis septembre, puisque vous le savez, des chiffres sont tombés cette semaine et vous seriez chaque dimanche en moyenne 321 000 auditeurs à nous suivre, soit une très belle augmentation de plus de 80 000 auditeurs. Je crois, me dit mon réalisateur, que cela correspond au Stade de France, alors c'est vraiment la gloire. Merci. Merci à vous d'être venus aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous et merci bien sûr à tous nos visiteurs du dimanche. Il y en a 4 autour de cette table aujourd'hui qui nous éclairent chaque semaine de leur lumière sur le monde tel qu'il va. Tout de suite, on va rejoindre le Havre où se déroule jusqu'à demain le festival Le Goût des Autres, et France Culture bien sûr est partenaire. Festival pour découvrir les littératures des nouveaux mondes. L'occasion pour Alain Krugère de nous offrir un déjeuner du dimanche chez Jean-Luc Tartarin, chef étoilé d'une grande table du Havre, qui vous propose quelques bons produits entre mer, Seine et pays de Caux. Et nous aurons bien sûr à cette occasion une pensée pour Paul Bocuse. À dimanche prochain.